Un MacBook totalement inédit, un iPhone pas cher, de nouveaux écrans, des nouvelles puces. Pendant ce mois de mars, Apple a annoncé une flopée de nouveaux produits. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis. Alors oui, j'ai un retard de quelques semaines, vous m'en voudrez pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont donné leur ressenti vis-à-vis des nouveaux produits de chez Apple. Là, c'est mon tour. Donc installez-vous, vous regardez le long game. Et aujourd'hui, je vous débriefe les nouveautés de chez Apple et je vous donne mon avis. On commence avec la nouveauté, la plus mise en avant et celle qui a fait le plus parler de toute cette keynote, le MacBook Neo. Le MacBook Neo, qu'est-ce que c'est? C'est un MacBook à 699 €. C'est à peu près la moitié du prix d'un MacBook de base. Il est présenté comme un Mac plus accessible, notamment pour un public comme les étudiants par exemple, qui, on va pas se le cacher, n'ont pas un très gros budget. Je sais de quoi je parle. Avant de parler des concessions qu'il fait, on va parler de ce qu'il fait bien. Alors, on a déjà 3 coloris. On a du jaune, du bleu foncé et du rose. En ce moment, j'ai l'impression qu'on voit du rose un petit peu partout, notamment avec les nouveaux téléphones de chez Nothing. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo que j'ai faite dessus. Au niveau du processeur, on a la puce A18 Pro. En gros, c'est la même puce que l'iPhone 16 Pro. Donc, c'est quand même assez puissant. Niveau RAM, on est sur du 8 Go. Et niveau écran, on est toujours sur la techno Liquid Retina. Donc, un magnifique écran avec de super contrastes et des super couleurs. On a jusqu'à 16 heures d'autonomie. Donc on va dire que c'est une grosse journée de cours avec le trajet, etc. dans le train. Et niveau connectivité, on a 2 ports USB-C, une prise jack et un pour le chargeur. Le châssis est tout en aluminium, ce qui garde un petit effet premium, un petit effet Apple quand on le tient en main. Mais ce Mac, pour moi, c'est pas l'idéal. Il n'est pas forcément adapté à mes usages. Pour un étudiant qui a besoin d'écrire ses notes sur Notion, ou de créer des PowerPoints, ou de regarder des vidéos, oui, là, c'est le Mac qu'il faut. C'est pratique pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter un iPad, où ils vont devoir également dépenser de l'argent dans un Magic Keyboard, dépenser de l'argent dans un Apple Pencil, etc. Ça peut vite monter. Là, le petit MacBook Neo, il est pré-monté. C'est un petit bloc qu'on peut emporter partout avec soi. Je trouve que c'est vraiment pratique pour des étudiants qui ont un petit budget et qui font pas une trop grosse utilisation. Mais oui, pour moi, les limites vont vite se faire ressentir si je m'en procure un. Déjà, la puce A18 Pro pour 699 €. Il y a le Mac Mini qui a une puce M4 qui est tellement mieux, tellement supérieure, tellement puissante. Le Mac Mini M4 fait du montage 4K sans problème. Il est au même prix. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas l'écran, il n'y a pas le clavier. C'est sûr que ça fait un coût supplémentaire, je vous l'accorde. Et la mémoire RAM, 8 Go, en 2026, ça fait mal. Mon téléphone a 12 Go, il peut monter jusqu'à 20 Go de RAM boosté. 8 Go, c'est le strict minimum aujourd'hui. Bon, après, j'ai pas peur de ce côté-là. Par exemple, pour le multitâche, je sais qu'Apple a une excellente optimisation du multitâche avec macOS. Ils font ça très très bien. Donc pour ça, j'ai pas peur. Mais des applications plutôt gourmandes à faire tourner en même temps, là, ça risque de poser problème. Surtout si vous jouez à des jeux, par exemple, ou si pendant votre montage vidéo, vous êtes en appel sur Discord avec une équipe, ou je ne sais quelle autre activité qui demande beaucoup de mémoire. Là, oui, vous risquez de ressentir quelques lenteurs quand même. Bon. Après, un autre point négatif, mais ça, c'est sur tous les produits Apple, le stockage. Quand on voit que la version de base a 256 Go, bon. Après, Apple continue de faire ça parce que les gens continuent d'acheter du stockage. Ils voient pas de problème, mais bon. Moi, 256 Go de stockage, je trouve ça trop peu. Ils devraient faire la version de base à 512 Go minimum. Maintenant, on va parler de l'écran. L'écran, c'est du 60 Hz. C'est dommage, il n'y a pas la fluidité de ProMotion. Bon, après, ça reste quand même pas mal, hein. Mais bon, ils pourraient quand même débrider l'écran. Faire autant de concessions pour ce modèle, je trouve ça dommage. Toujours en parlant d'écran, le MacBook Neo prend en charge un écran externe, mais il n'a pas de DisplayPort, ni d'HDMI, que des USB-C. On est obligé de trouver des adaptateurs. Ça aussi, c'est embêtant, c'est des petits détails, mais ça vient parasiter un petit peu l'expérience utilisateur. Enfin, le dernier point négatif que je vois sur ce MacBook, c'est l'absence de rétroéclairage sur le clavier. Personnellement, j'aime travailler tôt le matin ou le soir, donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir les petites touches qui s'illuminent. C'est tellement plus pratique pour les yeux. Après, il y a l'absence de Touch ID, mais bon. Ça, je peux concevoir l'absence, même si c'est très pratique. En résumé, ce MacBook Neo, je le trouve super pour des étudiants qui ont besoin de faire de la prise de notes, de regarder des vidéos, pourquoi pas même faire du dev, de la programmation, tout en restant léger, en y allant mollo, parce que c'est une A18 Pro, 8 Go de RAM, c'est pas la M5 Pro, on va quand même se calmer. Pour moi, il me convient pas, mais il peut convenir à énormément de personnes, surtout si vous avez déjà un iPhone. Parce que si vous avez déjà un iPhone, un MacBook, c'est extrêmement pratique. Le copier-coller depuis l'iPhone vers le Mac, le AirDrop et tellement d'autres avantages qui rendent l'écosystème Apple hyper agréable à utiliser. Pour 699 €, si vous voulez pas vous ruiner, mais en même temps améliorer votre setup Apple entre guillemets, oui, là ça peut être un bon investissement. Et maintenant que vous avez eu mon avis sur le MacBook Neo, on va parler du petit frère de l'iPhone 17, l'iPhone 17e.
Juste, je tenais à vous dire que vous étiez 97% à regarder ma dernière vidéo sans être abonné. Donc maintenant, je vais vous donner 7 secondes pour vous abonner à la chaîne. Si vous l'avez fait, merci beaucoup, ça me soutient énormément. Sur ce, on peut revenir à la vidéo. Regardez-le avec son air tout mignon. L'iPhone 17e est arrivé et franchement, je trouve qu'il a beaucoup d'améliorations par rapport à celui de l'année dernière. Déjà, l'arrivée de MagSafe. Oui, c'est agréable, ça fait la différence et c'était pas pratique d'avoir un iPhone 16e qui n'avait pas MagSafe. Pouvoir poser son téléphone sur une station de charge sans fil, oui, c'est pratique. Avoir son portefeuille accroché derrière son téléphone, une batterie externe au cas où la charge tombe à plat, c'est pratique. Et ça ajoute du sens à l'utilisation du téléphone. Niveau coloris, on a le noir, le blanc et toujours le rose. Pour la puce, on est sur la même, la puce A19, c'est très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur ça. On n'a qu'un seul capteur photo, 48 mégapixels. C'est le traitement d'Apple, donc ça rend quand même bien, même si c'est limité par rapport à un iPhone 17, un iPhone 17 Pro, un 17 Pro Max. Alors vous allez sûrement vous dire, les photos, si c'est pas fou, c'est nul, c'est pas un bon iPhone. L'iPhone 17e n'est pas un appareil photo. Si on l'achète, c'est pas pour prendre de belles photos, mais c'est pour son usage quotidien pratique. Comme le MacBook Neo, on ne l'achète pas pour faire du montage 4K ou développer des grosses applications. Le MacBook Neo, on l'achète parce que c'est du Apple, c'est pratique, c'est ergonomique et c'est pareil pour l'iPhone 17e. Un iPhone pas cher, accessible pour rentrer un petit peu dans le milieu, rentrer dans la gamme de chez Apple. Donc oui, je trouve que l'iPhone 17e est super sur le papier. Avec une batterie qui va jusqu'à 26 heures, on est tranquille pour une très grosse journée, voire une journée et demie si on n'utilise pas trop son téléphone. Le seul point faible, je trouve, de l'iPhone 17e, c'est son écran, toujours limité à 60 Hz. C'est bon, il faut arrêter à un moment donné. Il y a des téléphones qui coûtent 300 € qui sont déjà passés aux 120 Hz. Il faut évoluer, il faut mettre promotion sur les modèles pas chers. Ça va, pas non plus la fin du monde, mais ça va tellement améliorer l'utilisation du téléphone. À part ça, l'écran reste le même que sur l'iPhone 17 et 17 Pro. On enlève du coup le manque de fluidité. Les couleurs sont magnifiques, il y a une très bonne luminosité. Un iPhone quoi. On note également l'absence de la Dynamic Island. Perso, je trouve pas que ce soit un si gros problème que ça, même si on a pas mal qui reviennent dessus, qui disent que c'est dommage. Franchement, j'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet iPhone me convainc. Si cette année, je devais passer sur iOS, c'est cet iPhone que je prendrais parce qu'il est quand même vachement plus accessible que les 17 et 17 Pro. Il est même plus accessible que les iPhone 16 d'occasion qu'on peut trouver. Et oui, j'aime l'idée derrière ce téléphone de pas vouloir en faire trop, de pas avoir un appareil photo totalement pété, de pas avoir une autonomie non plus de 4 jours, de pas avoir plein de features qui sont certes cool mais pas forcément utiles. Le 17e, il tient les fonctions essentielles de l'iPhone, il représente très bien le pourquoi acheter un produit Apple. Maintenant, on va se pencher sur une autre nouveauté qui a été annoncée, les puces M5 et M5 Pro des nouveaux MacBook. Les puces M5 introduisent une grosse amélioration du GPU, 45% plus puissant que la génération précédente. En d'autres termes moins techniques, les performances graphiques sont beaucoup mieux. Ça, c'est super pour du montage vidéo, c'est super pour l'IA également. Le CPU, donc le cœur de l'ordinateur, quant à lui, il est plus rapide de 15%. C'est une bonne amélioration. Ça, c'est plus pour tout ce qui est calcul, peut-être pour tout ce qui est développement, programmation. Sur ces domaines-là, ça peut être intéressant également. Pour le MacBook Air, on a une autonomie qui peut monter jusqu'à environ 18 heures. Donc ça fait une grosse journée là aussi de travail. Pour le MacBook Pro, on monte jusqu'à 25 heures d'autonomie. C'est colossal. C'est une journée et demie sans avoir besoin de le charger. Ça d'ailleurs, c'est un avantage des Mac, c'est que l'autonomie est stratosphérique. Moi, je suis sur un PC Windows, je peux vous garantir que 2 heures sans son câble, il est cuit. Et à part ça, les Mac, ils n'ont pas tellement évolué que ça. Toujours un stockage de base à 256 Go, toujours une RAM de base à 16 Go, toujours le même écran. Ça va même jusqu'à garder les mêmes coloris. Bon, après, les coloris sont magnifiques. J'ai un fait pour le Lumière Stellaire que je trouve particulièrement stylé. Pour le MacBook Air, on a toujours le choix entre du 13 pouces et du 15 pouces. Ça reste quand même plus grand que le MacBook Neo. Par rapport au MacBook Neo, on a tout ce qu'il n'a pas en fait. Le Touch ID, ProMotion, un clavier rétro-éclairé, et c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur les MacBook Air et MacBook Pro, par qu'ils sont très bien, que c'est un bon upgrade, mais il n'y a pas tellement de nouveautés à débrief. Perso, je trouve que c'est des bons prix. Après moi, je vais pas mettre 1800 € dans un PC, en tout cas pas maintenant, j'en ai pas l'utilité. Si je devais me procurer un MacBook actuellement, ce serait le Mac Mini. D'ailleurs, c'est pour bientôt, enfin bientôt. D'ici quelques mois, je vous ferai une review dessus. Mais toujours en comparant au MacBook Neo, ces deux modèles-là, c'est plus pour de l'utilisation professionnelle pure, de la production musicale, du développement logiciel ou web ou tout ce
que vous voulez, n'importe quelle sorte de développement, du montage vidéo 4K. Au niveau des MacBooks, plus on monte en gamme, de toute manière, plus on gagne en possibilités de création. C'est très axé sur la créativité. Donc tous les développeurs, monteurs, musiciens, c'est ces MacBooks-là qu'il vous faut. N'achetez pas un MacBook Neo, vous allez être totalement bloqué dans votre utilisation. Ces MacBooks-là sont idéaux pour vous. C'est presque la fin de la vidéo et ça me rappelle que si vous ne l'avez pas déjà fait, likez et écrivez en commentaire c'est quoi votre nouveauté Apple préférée de cette année. Et pendant ce temps, je vous présente le dernier produit qui est sorti en mars, l'upgrade du Studio Display. Alors on va commencer tout doux avec la version basique du Studio Display. Et oui, c'est une claque visuelle. Toujours un magnifique écran Retina OLED 5K. C'est magique, c'est majestueux. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On est sur une diagonale de 27 pouces, donc la densité de pixels est juste colossale. Franchement, si vous arrivez à avoir un pixel sur cet écran, c'est vraiment que vous l'avez cherché à la loupe, parce que c'est quasiment impossible. On a ce magnifique design du Studio Display, très minimaliste, très épuré, très beau. C'est pas juste un gros carré sombre qu'on met au milieu de notre bureau. Il a un intérêt à être là. On a une petite webcam intégrée de 12 mégapixels. Alors, c'est pas un appareil photo, mais franchement, c'est très bien, amplement suffisant pour des petits calls par-ci par-là. Et l'audio est juste divin. On pourrait croire qu'il y a une troisième enceinte derrière l'écran, juste pour vous dire à quel point c'est réaliste. Justement, l'avantage du Studio Display, beaucoup de personnes le disent, il n'y a pas besoin d'acheter d'enceinte à côté parce que les haut-parleurs sont excellents. Bon, après, encore heureux qu'il n'y a pas d'enceinte à acheter à côté parce que 1700 balles. Quand même. Dire que tout à l'heure, je disais que j'étais pas prêt pour mettre 1800 € dans un PC, dans un écran, ouais, moyen. Je préfère rester sur un écran 4K, très loin de chez Apple, et qui dépasse pas les 500-600 €, parce que sinon c'est abusé. Vous pouvez regarder n'importe quelle review, l'avis qui revient le plus, c'est que le prix est complètement démesuré. Un écran comme ça, si bonne la qualité soit-elle, 500 € de moins, minimum. Et je vous parle pas de son cousin qui a fait son apparition pendant la keynote, le Studio Display XDR. On reste sur du 27 pouces. Cette fois, on a une dalle mini LED qui est majestueuse, un rendu des couleurs quasiment parfait. Ce Studio Display XDR, d'ailleurs, il est annoncé comme l'écran des monteurs vidéo, des travailleurs du cinéma et du game design à un niveau très élevé professionnellement. C'est pas l'écran de Monsieur Tout-le-Monde. Là-dessus, on a également le ProMotion 120 Hz qui nous garantit une magnifique fluidité comme sur les derniers iPhones ou sur les derniers Mac. Après, le fait que l'écran soit intéressant ne justifie pas du tout son prix de 3500 €. Je dis ça premier degré, mais d'un point de vue personnel tout de même, l'écran peut être en 5D, je peux pouvoir compter les poils des gens dans les vidéos, jamais je ne mettrai 3500 € dans un écran. Et c'est tout à fait normal vu qu'il n'est pas conçu pour le grand public, mais plus pour des grandes productions de cinéma ou de jeux vidéo par exemple. C'est noté aussi que niveau audio, on a une amélioration des basses qui sont 30% plus profondes que sur le modèle de base. Voilà, bon, je sais pas si cette différence vaut 2000 €, mais bon, voilà, la nouveauté majeure du côté écran, c'est le Studio Display XDR, qui franchement est incroyable technologiquement, mais comme toute innovation, chez Apple, ça a son prix. Je rêverais de pouvoir faire du montage sur ce moniteur 5K, mais bon, ça restera dans mes rêves, je pourrai jamais poser ce Studio Display sur mon bureau, et c'est tout à fait normal vu qu'il n'est pas conçu pour moi, mais comme je l'ai déjà dit, pour des grandes entreprises. Donc si vous travaillez dans l'univers cinématographique, dans du montage vidéo, des grosses productions, du game design aussi, oui là, ça peut être intéressant pour vous, si vous avez le budget, et je pense qu'on a fait le tour. On a débrief toutes les nouveautés Apple de ce mois de mars 2026. On se retrouve en octobre pour débrief la prochaine keynote, où il y aura normalement les nouveaux iPhones, mais également le nouveau Mac mini équipé de la puce M5. A noter que j'ai lu quelque part qu'il est censé être 100 € plus cher. Donc je reste sur mon idée d'acheter le Mac mini M4 d'ici cet été. Je vous ferai une review de son utilisation en 2026. Donc restez abonnés d'ici là. Bon, vous avez le temps, hein. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir là au fur et à mesure des prochaines semaines. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. J'espère que vous avez aimé ce format. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre nouveau produit Apple préféré de ce mois de mars. Dans le cas contraire, quel est celui que vous détestez le plus. Et maintenant, je peux vous dire que c'était Long Game et que je vous souhaite une très belle journée. Ciao.